journal de bord du commandant en second de la base Deep Space 57, date stellaire 0702.2. Le capitaine Manu est parti en vacances sur Ferenginar, ces jours qu'il aurait gagnés à une loterie Ferengi. C'est pourquoi c'est à moi que revient d'explorer une planète où il semble qu'une balise temporelle se serait écrasée. Il est possible que les informations qu'elle contienne puissent nous aider à comprendre les mystères révélés par les dernières transmissions de Starfleet. Les deux experts de la planète Romania, le lieutenant Marina et l'ancienne CL, m'accompagnent à bord d'une navette afin de mener l'enquête sur place. Vous avez quelque chose, commandeur ? Mon tricorder m'indique que c'est droit devant nous, mais ça m'indique aussi qu'on n'est pas seul. Il faudrait peut-être trouver la balise assez rapidement. Attention, professeur. Merci, lieutenant, je n'avais pas vu cette espèce de gros caillou. Attendez, ce n'est pas un gros caillou, c'est la balise ? Bien joué, lieutenant Marina. Votre maîtrise du tricorder n'a d'égal que votre maîtrise de la brosse à cheveux. Ah, moi j'en veux vraiment, je suis un vrai redshirt. C'est bon, on est prêt à téléporter la balise. Là, il n'y a pas que la balise qu'il va falloir téléporter, attention. Enseigne, énergie. Ça va ? Vous n'avez rien ? Oui, merci, enseigne. Ça va mieux maintenant qu'on est à bord de la navette. Bah moi la prochaine fois je reste sur la station. You really want to go back out into the cold? More than ever. I have a plan. Another top secret, unauthorized rescue mission. This is everything that ever mattered to me. I'm going with you. I need your skill and your courage. The past is written. But we are left to write the future. Hold on. She was sent for a reason. I'll get the information we need. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis Guigui et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Nous sommes ensemble pour parler de l'épisode 3 de Star Trek Picard, et si jusqu'à maintenant la série semblait être un grand cru, des impuretés semblent malgré tout faire leurs apparitions. Si le plaisir de la dégustation de ce millésime Star Trekien n'en est pas encore à nous donner la gueule de bois, il faut cependant reconnaître que parfois le goût accroche un peu en bouche. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons toujours avec nous le Romulan relou, j'ai nommé Romain Bramy. Salut Romain. Salut tout le monde. Notre autre expert en série télé de la planète Romania, j'ai nommé Romain Nigita. Salut Romain. Salut, bonjour à tous. Et bien sûr, toujours présente, la lieutenant Marina. Salut Marina. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais qu'on parle de quelques news, même s'il y a un petit décalage parce qu'on on a enregistré ce podcast il y a déjà 2-3 semaines. Il y a 2 annonces qui ont été faites. La première, c'est une vraie annonce. Alex Kurtzman qui nous prédit donc 2 nouvelles séries live en plus de la série Section 31. Et je voulais savoir, à votre avis, quelles pourraient d'autres être ces 2 autres séries. Alors moi, j'ai ma petite idée. Je pense que ça pourrait être la mini-série Khan de Nicholas Meyer. Et aussi, bien sûr, un spin-off de Discovery sur Pike et Spock et Number One sur l'Enterprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai adoré J'ai adoré Pike Dans Buffy, t'as adoré Spike dans Buffy, c'est ça ? Aussi, j'étais super fan. J'ai adoré Pike dans Discovery. Donc moi, je suis 100% pour. Khan, je pense que son histoire a été pas mal racontée entre la série originelle, les films et tout ça. Donc ça m'intéresse beaucoup moins. Pike, oui, totalement. Enfin, j'ai trouvé que l'acteur avait beaucoup de charisme et j'ai envie d'en savoir plus sur le personnage. J'ai toujours adoré, que ce soit la ménagerie ou Discovery, j'ai toujours trouvé que c'était un personnage intéressant. Donc je suis pour. Et toi, par exemple, Romain Nigita, si c'est pas Khan, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Bah surtout, moi j'ai envie que ça soit du nouveau. J'en ai marre qu'on nous ressorte des vieux personnages. J'ai envie enfin qu'on nous fasse une nouvelle série dans l'avenir de l'univers Star Trek avec des personnages qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est ça l'intérêt de faire des nouvelles séries Star Trek à chaque fois, c'est qu'on découvre des nouvelles situations, des nouveaux enjeux, des nouveaux persos, des nouveaux équipages. Franchement, je serais très déçu si en effet les 2 nouvelles séries qui sont annoncées nous ressortent encore des personnages qu'on connaît déjà. Alors certes, moi aussi j'ai adoré l'Enterprise qu'on voit dans Discovery, Anson Mount qui joue Pike, je le trouve vraiment parfait, mais je me dis que ça serait un peu gâché de lui consacrer une série entière. J'ai envie de voir du nouveau. Le même problème avec Khan, même si c'est Nick Meyer qui s'en occupe. J'adorais que Nick Meyer fasse une série Star Trek, mais qu'il fasse ça sur un nouveau perso, sur un nouveau contexte. Je trouve qu'ils allaient dans la bonne direction avec Picard qui enfin
nous remettait dans le futur de cet univers, contrairement à Enterprise et Discovery. Donc j'ai envie qu'ils continuent à aller là-dedans. Ça y est, ils ont 2 gros succès. Le retour de la franchise Star Trek, a priori, ça y est, ça marche. Donc j'ai envie qu'ils prennent des risques et qu'ils nous mettent du nouveau. Bon, moi je pense que la série sur Pike et l'Enterprise et Number One, je pense que ça fait quasiment aucun doute, vu le succès que ça a eu. C'est quasiment un tuyau percé, hein. Tout le monde sait que ça va se faire. Par contre, j'y crois pas trop à la série de Nick Meyer, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il me semble avoir lu une interview, il faudrait que je la retrouve, assez ancienne déjà, où Nick Meyer disait que le projet était quasiment enterré. À vérifier, mais je suis presque sûr de moi. Deuxième raison, c'est que je pense quand même que le message, cette fois, et la réception des premiers épisodes de Picard le laisse quand même entendre le message que les fans, et d'ailleurs le public en général, veut voir du nouveau Star Trek et pas de ressucé de l'ancien est quand même passé. Et la troisième raison, c'est que quand même le personnage de Khan me semble quand même pas mal abîmé par les films de Abrams, le deuxième film d'Abrams, et je pense que ça serait presque une sorte de risque de ressortir un Khan maintenant. Du coup, je pense que sur Pike, il n'y a aucun doute, je suis presque sûr que le deuxième projet n'est pas le troisième, puisqu'il y a aussi la série Section 31, mais que le troisième projet ne sera pas cette série-là et que ça sera probablement quelque chose de tout nouveau. J'espère que tu as raison. Il y a quelques rumeurs sur une série Starfleet Academy qui est un peu le vieux loup de mer de la franchise. On en parle depuis 25 ans au moins. Ah oui, ça fait super longtemps que j'en entends parler. Hein. Parce que quand Wesley était parti déjà à l'Académie à l'époque, ils avaient parlé d'un spin-off, non ? Ils en avaient plus ou moins parlé, ils avaient parlé même après de faire un film à l'époque où justement Abrams a fait son premier film, il avait été question que le film entier soit Kirk à l'Académie, qui est quasiment pas le truc dans l'espace. Et d'ailleurs, en parlant de Wesley, t'as tout à fait raison, quand il part à l'Académie, ils le font revenir pour un épisode où il y a un souci justement au sein des jeunes recrues, qui est quasiment le meilleur épisode de Wesley dans toute la série. Ouais. De très loin même, de très très loin. Il me semble aussi, alors une fois de plus, je parle sur mes souvenirs, j'ai pas vérifié l'info, mais il me semble aussi que quand ils ont lancé Enterprise, il y avait 3 projets qui se tiraient la bourre, et que l'un de ces 3 projets était déjà la série Starfleet Academy, tout à fait, qui d'ailleurs, je crois, devait parler de Kirk et Spock, de la jeunesse de Kirk et Spock, il me semble, à vérifier, mais en tout cas, c'est une Arlésienne, c'est clairement une Arlésienne. Et sinon, la deuxième annonce, c'est finalement l'arrivée de Whoopi Goldberg dans la saison 2 de Star Trek Picard, qui a été faite en direct dans une émission où Patrick Stewart demande à l'actrice si elle veut bien rejoindre le casting pour la saison 2, et elle répond oui d'une manière assez émue. J'ai trouvé ça moi-même très émouvant. I'm here with a formal invitation. Oh. And it's for you, Whoopi. Oh, for me? Alex Kurtzman, who is the senior executive producer of Star Trek Picard, and all of his colleagues, of which I am one, want to invite you into the second season. D'ailleurs, il y a même une suite à ça, parce que le lendemain, elle a reçu, donc il y a eu ça a été énormément commenté sur internet, et des gens ont recommencé à envoyer à Whoopi Goldberg des photos de fans de Star Trek, ce qu'elle recevait plus depuis un petit moment, et elle a été super touchée parce qu'elle a reçu la photo d'une petite enfant noire, vraiment une toute petite enfant qui devait avoir 3-4 ans, déguisée en Guinan à une convention probablement Star Trek, une convention de geek en tout cas, et elle a été émue aux larmes en voyant la photo, et elle a évoqué Michelle Nichols en disant qu'elle espérait que Guinan pourrait avoir le même effet sur de jeunes enfants noirs que Michelle Nichols avait eu pour elle quand elle était petite, parce qu'elle disait à l'époque qu'il n'y avait aucun personnage de science-fiction non blanc à la télévision, et le seul personnage auquel elle pouvait se rattacher, c'était Uhura. Ouais, c'est vrai, on s'en souvient tous, et du coup, ça nous fait aussi vachement plaisir. Alors du coup, je vais me tourner vers toi, Romain Nigita. Tu n'étais pas là avec nous pour les 2 derniers podcasts, où on a parlé longuement des... tu nous as manqué aussi, c'est pour ça que t'es là. Donc on a longuement débattu des 2 premiers épisodes. Et toi, de ton côté, tu les as vus aussi, évidemment. Quel a été ton ressenti ? Alors sur le premier épisode, je pense un peu comme tout le monde, j'ai trouvé ça à la hauteur des attentes. Patrick Stewart est absolument formidable. Vraiment, on se rend compte à quel point il nous a manqué dans ce rôle-là. Je trouve que c'est très ambitieux. C'est évidemment très différent de toutes les séries Star Trek qu'on a vues jusqu'à présent, et tant mieux. La seule vraie déception, mais là aussi je crois que c'est assez partagé, c'est la musique du générique, qui n'a rien de mémorable. Le visuel est
très bien, mais la musique, vraiment, j'ai vu donc les épisodes 1, 2, 3, je ne retiens toujours pas la mélodie. C'est pour dire, même la chanson d'Enterprise est plus mémorable. Oui, mais c'est pour autre chose, pour d'autres raisons. Voilà. Non, sinon, je trouve même ça presque plus épique que Discovery. Discovery, que j'aime bien pourtant, est très dans l'action, dans les batailles spatiales, vraiment à très très grande échelle, comme on n'en a jamais vu dans les séries Star Trek. Là, c'est ambitieux en termes d'histoire, dans la manière aussi dont ça recoupe énormément de choses qu'on a vues dans les films et dans les séries Star Trek précédentes. Évidemment, toutes les références au dernier épisode de la Nouvelle Génération et au film Nemesis, la réplique de Picard qui, dans son rêve avec Data, dit « J'ai pas envie que cette partie se termine », je pense que voilà, elle a fait... On a chialé, Romain, on a chialé. On soit bien d'accord. Donc, épisode 1, très bien. Épisode 2, et surtout... Bon, le problème, c'est que voilà, je relirai ma critique de l'épisode 2 à celle de l'épisode 3. Donc, malheureusement, je vais prendre un tout petit peu d'avance sur ce qu'on va dire. Pas de problème, vas-y. Mais sans spoiler pour l'instant. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à différencier les épisodes 2 et 3. Et en fait, on se rend compte que cette histoire, a priori, démarre vraiment à la fin du 3. Donc en fait, on a une très grande intro avec ces 3 premiers épisodes, quasiment un pilote de série, parce que c'est au fil de ces 3 épisodes qu'on réunit tous les personnages et qu'on lance vraiment les enjeux de ce qui va suivre. Sauf que 3 épisodes, c'est trop long. Honnêtement, avec les épisodes 2 puis 3, je me suis un poil ennuyé sur certaines scènes, et vraiment j'ai l'impression qu'ils auraient pu réunir ça et faire un truc un peu plus rapide, un peu plus rythmé, en ne faisant que 2 épisodes plutôt que 3. Donc voilà mon impression sur les débuts de la série. Eh bien, merci Romain pour tes impressions. On va parler désormais de l'épisode 3. Tout d'abord dans une partie non-spoiler où on va donner notre avis dans les grandes lignes, et ensuite dans la partie spoiler où on va vraiment parler de l'histoire en profondeur. Mais avant toute chose, on commence par bien sûr le résumé de Marina. L'épisode s'appelle End is the Beginning. Pour résumer, sans spoiler, après le refus de Starfleet d'affréter un vaisseau spatial, Picard se tourne vers une ancienne connaissance dont la vie a été affectée par les événements survenus 14 ans auparavant. Le mystère autour des synthétiques et de la présence des Romulanais sur Terre s'intensifie. Pendant ce temps, à bord du cube Borg, Asha fait une rencontre très intrigante. Alors, qui veut commencer à en parler ? Toi, Romain Brami ? Moi, je reste quand même complètement accroché à cette série. Il y a quelque chose que j'apprécie, et c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que vient de dire Romain, c'est que justement, en prenant le temps d'exposer chacun des personnages, qui ont chacun des personnages très longues, des scènes très longues, j'ai l'impression de déjà mieux connaître l'équipage du nouveau vaisseau du capitaine Picard que tout l'équipage de Discovery que je suis pourtant depuis 2 saisons. Et à la fin de l'épisode, quand l'équipage est finalement réuni, j'ai déjà de la sympathie et surtout de la connaissance pour chacun des protagonistes de la... Enfin, on les a pas encore tous rencontrés d'ailleurs, mais en tout cas les protagonistes qui ont déjà été introduits. Et vous vous rappelez qu'au tout premier épisode, l'épisode 0, on disait que ce qui serait dommage, c'est une série entièrement axée sur Picard. Et c'est le cas, mais malgré tout, je trouve que pour l'instant, les personnages secondaires sont particulièrement bien introduits et en plus déjà assez attachants, et ça m'a pas mal plu. J'ai quand même une réserve assez importante pour l'instant sur, on va dire, la méchante de la série. J'en révélerai pas plus pour l'instant et on en parlera un peu plus tard dans la partie plus spoiler. Alors moi je trouve que c'est encore un très bon épisode qui prolonge les mystères et présente 2 nouveaux personnages. Je suis d'accord avec Romain Nigita, je dois dire. J'ai l'impression que les 3 premiers épisodes forment un tout et que c'est pour ça que j'ai l'impression que en fait il y a parfois par exemple Jurati qu'on a rencontré à Daystrom dans le premier épisode et qui revient réellement dans cet épisode. C'est pour ça qu'il y a des personnages qui me donnent l'impression que les 3 premiers épisodes forment un tout. Surtout pour la dernière scène de cet épisode. Alors après, je trouve que... Cette dernière scène qui est absolument géniale. Oui, non mais voilà, mais en fait, on a mis 3 épisodes effectivement pour arriver à ce moment. Et il y a juste 11 épisodes dans cette saison, donc l'histoire... 10 de prévu, non ? IMDb, ils en annoncent 11, je sais pas pourquoi, mais ouais, il y en a toujours eu 10. Peut-être un épisode spécial. Spécial de Noël. Un spécial de Noël, ouais. Mais voilà. Et donc, je trouve que l'histoire est ambitieuse avec son vocabulaire. On parle par exemple de beaucoup de synthétiques et pas de robots. Ça me rappelle beaucoup Battlestar Galactica avec son vocabulaire propre en fait, avec ses expressions et tout ça qui sont propres à une série, voilà. Je trouve que Patrick Stewart est toujours juste et j'aime beaucoup les nouveaux personnages qui sont présentés au fur et à mesure et voilà. Et je trouve que c'est pas des personnages secondaires, ils ont chacun leur propre personnalité. Par contre, alors je suis totalement d'accord avec Romain Brami et on pense au même personnage, mais j'aimerais qu'il y en ait qui soient
plus nuancé. Il y a des séries récentes qui nous ont montré que des personnages que j'appelle négatifs ou his-boo villain, ou qui ont plusieurs nuances et qui font des méchants tout à fait acceptables. Et voilà, on pense au même personnage et je pense qu'elle gagnerait à être beaucoup plus nuancée. Par exemple, Gul Dukat dans Deep Space Nine, je trouvais que c'était le méchant par excellence, mais qui avait des nuances. Et voilà, et je trouve que vraiment il y a plein de personnages attachants, donc voilà. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est vrai que, comme je l'avais dit précédemment, moi, je suis assez content qu'ils prennent leur temps pour installer les personnages, les intrigues, le contexte, etc. Mais finalement, je rejoins malgré tout l'avis de Romain Nigita, c'est-à-dire que je trouve que 3 épisodes, c'est un petit peu long pour une introduction et que peut-être 2, ça aurait été un peu plus efficace à mon sens. Il n'y a pas non plus péril dans la demeure, hein. Comme je disais dans mon introduction, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est vrai qu'on commence à avoir quelques petits trucs qui sont un petit peu gênants, mais fort heureusement c'est contrebalancé par d'autres trouvailles qui sont plutôt pas mal, dont on va parler tout de suite, parce que c'est le moment de rejoindre la zone spoiler. Red alert! I need your help. I need a ship and a pilot. I have to save her. I'm sure she has no idea what she truly is. I have a pilot for you. Where are we going, Admiral? Raffi says you have no idea. I'm working on it. I tried to belong here. I know you. You always had one eye on the stars. Time to go. Program complete. Donc la toute première scène donc de l'épisode, finalement c'est une scène flashback qui s'est déroulée il y a 15 ans, où on en apprend un peu plus sur la démission de Picard. On comprend que finalement la démission de Picard n'était pas totalement volontaire. Toi, Romain Bramit, tu avais quelque chose à nous dire à ce sujet-là? Alors déjà j'ai adoré la scène parce que une fois de plus j'avais peur qu'on parte dans des grands excès, d'un Picard qui serait complètement, encore une fois, excusez-moi pour cette métaphore que je ressors épisode après épisode, mais d'un Picard Luke Skywalker qui du jour au lendemain aurait décidé de tout raccrocher, de raccrocher les gants parce que voilà il y croit plus, etc. Et je trouvais que ça ressemblait pas à mon Picard. Et en fait on se rend compte dans cette scène que ce n'était pas mon Picard, puisqu'en fait il a utilisé sa démission en pensant que ça allait jouer dans la balance et que grâce à la menace de sa démission, il allait réussir à obtenir que l'opération de sauvetage de Romulus, enfin de tout l'Empire Romulin d'ailleurs, soit maintenue. Et en fait, quand il a dit « je vous préviens, si on le fait pas, je démissionne », les gens de Starfleet lui ont répondu « eh ben écoute Coco, ciao, bye bye ». Et il se retrouve comme un con à la sortie de Starfleet, ou d'ailleurs du siège de la Fédération, je sais plus, je crois que c'est de Starfleet, hein, et il apprend à son number one que de personnages qu'on va apprendre à connaître dans cet épisode, il lui apprend que Raffi, donc il lui apprend que bah voilà, il vient de quitter Starfleet et en fait bon il a un peu merdé quoi. Et il lui annonce vraiment, je sais pas si vous avez eu le sentiment que moi, mais il lui annonce vraiment penaud qu'il a quitté Starfleet, hein. Il a pas une grande fierté en lui annonçant ça. Et alors je suis assez féru d'histoire et d'histoire française et la scène m'a énormément fait penser, je sais pas si c'est volontaire, le personnage est évidemment français, mais d'ici à penser que les auteurs ont étudié l'histoire de France, peut-être que je me fais un peu trop de films dans ma tête, mais ça m'a énormément fait penser à la fin de la carrière politique du général de Gaulle. Pour info, le général de Gaulle, donc en 1968, il y a les manifestations dont on se rappelle encore, les fameuses manifestations de mai 68, et en 69, de Gaulle décide qu'il faut réformer la France parce que, vous savez, de Gaulle a toujours ce complexe du sauveur, si on réforme pas la France va s'effondrer. Et en fait, il met en place un référendum qui doit modifier, en gros, ça doit créer les régions qui vont être créées finalement plus tard, et changer les pouvoirs du Sénat, diminuer les pouvoirs du Sénat. Et ce faisant, De Gaulle, voyant que les sondages ne sont pas très bons et que c'est en train de partir un peu en sucette, dit au peuple français, je vous préviens, si le référendum ne passe pas, je m'en vais. Et manque de peau, le peuple français qui en a un petit peu marre d'avoir vu De Gaulle ces 40 dernières années, a voté contre le référendum, et le soir même, le général a annoncé dans un communiqué de 3 lignes sa démission. Et peut-être que je me fais un film, hein, mais j'y ai vraiment vu une similarité, parce que clairement De Gaulle ne pensait pas que le référendum ne passerait pas, et vous pensez bien qu'il avait aucune envie de démissionner, et j'ai vu dans cette représentation du capitaine Picard une allégorie très nette à la fin de la carrière politique de Gaulle. Surtout que je rajoute une dernière chose, De Gaulle, après avoir démissionné, va partir à Colombey des Églises pour s'enfermer et aller mourir, puisqu'il n'avait que ça à faire, et vous vous rappelez que Picard, dans l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises,
dit je suis en train, au lieu de vivre, je suis en train d'attendre de mourir. Et donc en revoyant cette scène avec ce nouvel axe, j'y voyais encore plus une analogie du fameux général français. Alors, moi je trouve que c'est une très bonne métaphore, mais moi j'en ai une autre dans la tête, surtout par rapport aux interviews qu'a donné Patrick Stewart par rapport à sa vision de la politique. Je pensais plutôt à David Cameron qui aussi a mis sa dème dans la balance par rapport au référendum sur le Brexit, et je pense que peut-être c'est une métaphore des deux. À ceci près, excuse-moi, je t'interromps une demi-seconde, à ceci près que Cameron, il a mis sa démission dans la balance, mais c'était également lui qui était initiateur de ce chaos qui a été le vote pour le Brexit. Tandis que Picard n'est pas responsable de la supernova qui est en train de décimer l'Empire romulin. Enfin, pas qu'on sache en tout cas. Ça, c'est un drôle. A priori, ça, c'est un beau twist. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a déjà vu le capitaine Picard, et non pas l'amiral à l'époque, mais en tout cas le capitaine Picard, se rebeller contre Starfleet et contre la Fédération. On l'a vu évidemment, on avait parlé dans l'épisode 0, on l'a vu dans le film First Contact, où il va se joindre à la bataille contre le cube Borg alors qu'on ne voulait pas l'y envoyer à cause de ses liens avec les Borg. On le voit évidemment dans le film Insurrection, c'est dans le titre. Et là, en fait, on a l'impression que plutôt que de s'insurger, plutôt que d'aller contre la politique de Starfleet, il tente le coup de manière plus douce, plus diplomate. Il a trop confiance en lui, et c'est ça qui se retourne contre lui. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il en est vraiment surpris. Romain, tout à l'heure, quand tu disais que quand il dit à Raffi ce qui s'est passé, il est penaud, c'est parce qu'il s'y attendait pas. Ouais, tout à fait. C'est très net, hein. C'est très net dans les épisodes. Il lui faut 20 ans pour se remettre du choc. C'est ça qui est... Et moi, c'est cette scène-là, et là, on en revient à ma critique sur l'épisode 2 et 3, je ne sais plus lequel est lequel, et je ne sais plus dans quel épisode ça se passe, mais quand il regarde les étoiles, et qu'il dit, mais en fait, c'est là-bas ma place. Cette scène est absolument géniale, parce qu'on sent vraiment un mec qui a mis sa vie entre parenthèses, à cause d'un échec, à cause d'un coup à l'ego, c'est aussi un peu ça, et qui dit, mais en fait, non, moi, j'ai rien à faire ici, c'est là-bas que je dois repartir. Pour revenir sur ce que tu disais, Romain, en effet, dans Insurrection, il se rebelle tout seul, et dans First Contact, il amène l'Enterprise sur le cube Borg, dans la bataille, j'allais dire de Wolf 359, mais c'est pas du tout la bataille de Wolf 359, c'est la bataille de la Terre. Mais la différence, c'est que là, l'évacuation de Romulus, c'est pas quelque chose qu'il peut faire par lui-même. Il a besoin d'avoir le support de Starfleet, en fait. Donc, je pense que s'il avait pu prendre son petit vaisseau et aller sauver des Romulans, il l'aurait fait. Mais là, la tâche était bien trop importante. C'est ce qu'il fait maintenant, en fait. Absolument. Donc après, c'est vrai qu'on connaît pas encore le contexte exact de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il avait un vaisseau avec Raffi? Est-ce qu'il dirigeait un vaisseau? Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Oui, il dirigeait le Verity, je crois. Voilà. Est-ce qu'il aurait pu, avec tous les contacts qu'il a dans la galaxie, tous les peuples et toutes les planètes qu'il a sauvés au cours de sa carrière, est-ce qu'il aurait pu malgré tout rallier des gens avec lui face à la direction de Starfleet et de la Fédération? C'est peut-être ça qui le ronge depuis tant d'années. Et je comprends aussi ton débat face à ce qu'ils ont fait de Luke Skywalker dans la dernière trilogie Star Wars, mais je trouve ça vachement intéressant de commencer la série avec un personnage comme ça, mais qui va reprendre du poil de la bête. Et je trouve que c'est superbement bien écrit et évidemment superbement bien joué par Stewart. Là, il n'y a vraiment aucun point négatif là-dedans. Mais en fait, la scène est très juste parce que, en fait, c'est comme dans la vraie vie. Parce que dans une série, en fait, on sait que le personnage qui met sa démission dans la balance ne va pas être viré et que la fédération va lui dire oui, bien sûr, non, on veut pas que vous démissionnez, restez et tout ça. Et en fait, là, je trouve que la scène est réaliste parce que Picard est le héros d'une série, mais pas dans sa propre vie. C'est-à-dire que Starfleet ne sait pas que c'est le héros d'une série. Ça peut paraître bête, on n'est pas dans une série méta où Starfleet sait que Picard est le personnage positif qu'il faut suivre à 100%. Voilà, moi j'ai trouvé que la scène était juste pour ça, c'est que dans la vie de tous les jours, quand il y a un personnage quand il y a quelqu'un qui va et qui dit c'est ma démission ou mon projet, la plupart des gens disent partez. Voilà. Et c'est arrivé pour De Gaulle, pour Cameron, pour plein de... Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on le vit par le récit de Picard. Par le récit du Picard déçu. On aurait pu voir la scène, on aurait pu voir Picard face à la Fédération, taper du poing sur la table, s'engueuler, etc. Pas du tout. On le vit à travers Picard, qui est, comme tu l'as très bien dit Romain, tout penaud, la queue entre les jambes, qui doit dire ça à Raffi. Et c'est encore plus cruel pour le personnage. Et en plus, la scène est d'autant mieux amenée qu'elle fait directement écho à la scène de l'épisode 2 avec l'amiral, où on se rend compte que Starfleet est autant en colère contre Picard que Picard l'était envers Starfleet. En fait, que moi, j'avais pas du tout vu venir quand j'avais vu les bandes annonces de la série, quoi. Et t'as raison, je trouve que faire fi de cette scène de confrontation flashback, c'est encore une fois une de plus excellente idée d'écriture dans cette série.
Je trouve que c'est une scène très très juste en fait et ça donne vraiment un éclairage nouveau sur Picard en fait. En fait, après toutes ces années, il a trop d'assurance. Donc il était trop sûr de lui en allant voir Starfleet, sûr de son bon droit, sûr de son opinion, sûr de ce que en fait Starfleet doit faire. Et voilà. Et donc il est surpris et voilà, donc comme je disais, c'est certes le héros d'une série, c'est certes le personnage principal d'une autre série, mais en fait, dans la vraie vie, il échoue comme nous. Ça le rend terriblement humain, qu'il soit comme nous, qu'il échoue. Qu'il échoue et qu'il abandonne à ce moment-là, justement. Parce qu'il se rend compte qu'il est dos au mur, qu'il peut pas... Peut-être il aurait pu faire quelque chose, c'est ce que tu disais, Romain Nigita, tout à l'heure, que peut-être, oui, il aurait pu encore remuer ciel et terre et toute la galaxie pour réaliser le sauvetage de l'Empire Romulan. Mais finalement, il l'a pas fait. Sa démission a été acceptée, ça l'a rendu tout penaud et il a accepté la situation et finalement, il a abandonné. Devant les yeux justement interloqués du personnage de Raffi qui, elle, se dit non, il va pas abandonner. Et si, il abandonne justement. Sur le coup, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit c'est la raison de cette démission, parce que c'est quand même un sujet qui nous tourlupinait quand même depuis quelques épisodes, depuis quelques semaines. On se disait, je me disais c'est un peu facile, peut-être c'est un peu léger. Et finalement, c'est vrai que en y réfléchissant, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, finalement c'est plus profond qu'il n'y paraît en réalité. C'est surtout une manière, je trouve, extrêmement fine de justifier un abandon pour un personnage aussi charismatique qu'est Picard. Parce que, sincèrement, s'il avait juste dit « je pose ma dème et je me casse parce que je suis pas content », je trouve que ça aurait, encore une fois, comme l'a fait un peu Luke Skywalker dans le dernier Star Wars, ça aurait été quand même très décevant. On lui aurait pas pardonné de se dire « ah d'accord, ok, donc le mec il est pas content, il se barre ». Tandis que là, au contraire, c'était un dernier geste désespéré, cette démission pour obtenir ce qu'il a voulu, et finalement, même il ne l'a pas eu. Et je trouve que c'est ultra bien écrit. Ouais, alors moi il y a juste quand même, cette scène m'a un peu gêné, je savais pas trop pourquoi au début. Mais je pense que c'est peut-être le personnage de Raffi Musiker qui est joué par Michelle Hurd qui m'a un peu déçu par rapport à son écriture. Par exemple, le fait qu'elle l'appelle JL, qu'elle soit un peu... moi, je sais pas, pour quelqu'un qui est justement à ce niveau de grade dans Starfleet, alors, c'est vrai que quelque part, d'un côté, qu'elle ait cette proximité avec le personnage de Picard, on peut se dire c'est sympa, mais je sais pas, je la trouvais un peu exubérante. Enfin, il y a quelque chose qui me gênait dans son jeu, qui fait que j'ai pas vraiment adhéré à cette scène. Elle m'a un peu dérangé, et d'ailleurs, finalement, ça s'est un peu confirmé, en tout cas de mon point de vue, de mon ressenti à moi, c'est que ce personnage-là, finalement, j'ai eu du mal à y adhérer tout le long de l'épisode, donc déjà dans cette scène de flashback, et puis finalement dans le reste de l'épisode. Donc je me dis que moi j'ai un problème avec le personnage ou l'actrice, ou les deux. Alors, tout d'abord, sur le personnage, et après je parlerai du jeu d'acteur, mais c'est clairement un personnage qui est déçu par Picard et surtout qu'elle considère comme responsable de son état actuel. Parce elle est super déçue, qu'il ne l'ait pas cru lorsqu'elle a pensé que les Romulanais étaient impliqués, qu'il y avait quelque chose, que... Oui, parce qu'elle a un côté parano, complotiste un peu. Ouais. Mais alors là-dessus... Le côté sur son personnage dans le présent, on découvre qu'elle vit en ermite dans une caravane dans le désert. Alors tout de suite, ça m'a fait penser à deux scènes. Et vous aussi, sans doute, vous qui êtes expert en télé. Mais il y a, j'ai remonté très très loin dans les années 80. Mais il y a une scène dans Supercopter où il y a un ami de Santini qui est alcoolique, qui vit retranché dans le désert. Et il vit dans une caravane complètement alcoolique, enfin voilà. Donc la caravane ressemblait vraiment à une porcherie. Et il y a Michael Madsen dans Kill Bill, qui vit aussi dans une caravane, dans un état pareil, proche de la porcherie. On pourrait penser à L'Arme Fatale aussi, Mel Gibson qui vit dans sa caravane et qui en plus est un personnage qui en soi pourrait ressembler au personnage de Raffi tel qu'il nous est présenté dans la série. Voilà, et donc là en fait, la caravane de Raffi, elle est décorée avec beaucoup de goût, il y a des petits trucs accrochés, des lumières, c'est très design et tout ça. Donc à aucun moment j'ai l'impression qu'elle vit en ermite depuis très longtemps et que sa caravane ressemble, que c'est une laissée pour compte et tout ça. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle consulte un magazine de déco régulièrement. Selon les standards de l'époque, peut-être que c'est un taudis quand même. Mais alors, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire les campeurs du présent seront contents d'apprendre qu'il y a toujours des caravanes dans le futur. Ça peut toujours servir. Et alors, rien ne laisse penser qu'elle vit dans le dénuement. Mais mon premier instinct, quand j'ai vu la caravane comme ça, c'est qu'elle vit sans technologie. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans le fait qu'elle soit isolée comme ça, que la caravane soit certes déco et tout ça, mais
mon premier instinct, ça a été, il y a quelque chose avec la technologie. Mais Picard a réussi à la joindre. C'est loin d'être bête, Avec le ton histoire badge. technologie, parce que ça expliquerait, ça irait de pair avec sa paranoïa qui est assez évidente sur les Romulins, la surveillance, etc., etc. Et surtout, Et voilà, ça paranoïa vient peut-être du fait qu'elle consomme visiblement des produits pas très légaux. On la voit quand même fumer des trucs qui poussent sur sa caravane. Bon, alors ça justement c'est un truc qui m'a un peu gêné parce que moi j'aime pas trop ça, le vapotage. Je trouve que ça donne un air un peu con. Je suis désolé pour ceux qui vapotent, pardon, mais j'ai toujours trouvé que le vapotage ça donnait pas un air très très stylé, et du coup quand elle a commencé à faire ça, je me suis dit oh non. Et en plus de ça, c'est aussi une persistance de notre époque, d'une habitude qui vient du 21e siècle, qui se perpétue à cette époque-là, donc il y en a qui pourraient râler par rapport à ça. Non, moi c'est juste le fait que vapoter, je trouve que c'est pas cool. Donc du coup, bon, ça colle avec le personnage, je dis pas, c'est simplement que du coup moi ça me le rend pas sympathique en fait. Juste pour finir mon point de vue sur le personnage, je suis pas trop d'accord avec toi sur la critique de l'utilisation de JL. Je pense que ça montre que Picard, dans son futur, a continué d'être le personnage qu'il était à la fin de The Next Generation et pas au début de The Next Generation. Je vous rappelle qu'il s'est adouci. Le dernier épisode, la dernière scène de All Good Things, c'est Picard qui joue au poker avec son équipe et qui dit « j'aurais dû faire ça depuis longtemps », qui à l'opposé, je me rappelle de Romain dans l'épisode 0 qui disait que Picard était un mec particulièrement antipathique dans l'épisode, dans le pilote de TNG, ce qui est tout à fait vrai, et je pense que c'était volontaire. Et je trouve que c'est un des éléments qui fait que All Good Things fonctionne si bien, et je pense que ça montre que ses futures commandatures, on ne doit pas dire commandatures, mais enfin ses futures responsabilités, il a continué de se conduire comme il se conduisait à la fin de Next Generation. Donc j'ai trouvé encore une fois que c'était une écriture qui montrait énormément de respect et de compréhension de l'œuvre originale. Sur le personnage de Raffi en tant que tel, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voudrais quand même revenir sur un point dont a parlé Marina, sur le fait que Raffi vit dans le désert. Est-ce que vous avez quand même remarqué de quel désert il s'agit ? Et oui, évidemment. Voilà, Vasquez Rocks, et c'est vraiment Vasquez Rocks, parce que c'est indiqué comme ça à l'écran. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Vasquez Rocks, c'est ce décor naturel dans lequel est tourné justement les séquences avec Raffi, avec ces rochers penchés, qu'on voit derrière, ces gigantesques rochers penchés, et c'est un décor qui a été utilisé dans des dizaines et des dizaines de films et de séries de science-fiction dans les années 40-50, dans beaucoup de serials, y compris dans Star Trek, bien évidemment, l'épisode Arena, dans lequel le capitaine Kirk combat un Gorn pendant quasiment tout l'épisode, c'est filmé à cet endroit-là. Il y a d'autres... il y a le film Génération aussi. Il y a plusieurs films, même les séquences, de Vulcain dans le premier film d'Abrams, il y a des décors qui sont également inspirés de ça. Donc c'est un décor iconique de l'histoire de la science-fiction et de l'histoire de Star Trek, et pour la première fois, il filme Vasquez Rocks en tant que Vasquez Rocks. Et c'est un petit détail, mais c'est le genre de truc qui, moi, me fait absolument adorer cette série. Je pensais que j'adorerais ce personnage parce que j'aime bien l'actrice par rapport à ses rôles précédents, et puis finalement je suis un peu déçu, mon avis va peut-être changer. Il y a quand même un truc sur lequel j'attire votre attention, c'est le fait que sa motivation pour rejoindre Picard, justement. Visiblement, elle chatte ou elle surfe sur l'internet de l'époque et elle trouve il y a quelque chose qui l'interpelle et qui lui dit d'aller quelque part. Alors ça, j'ai pas bien compris. À votre avis, ça correspond à quoi exactement ? Je pense qu'on n'est pas censé le savoir et qu'on l'apprendra dans l'épisode 4. D'accord, j'avais peur d'avoir raté un élément important. Non, je pense qu'on n'est pas censé le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, alors qu'elle était clairement vénère, elle décide de joindre l'équipage de... Bon, déjà, c'est elle qui l'aide à trouver son pilote et son vaisseau. Et à la fin, elle décide de joindre son équipage. Donc, elle a une volonté, en tout cas. Après, on ne sait pas encore laquelle. Enfin, on ne sait pas laquelle. Il est quand même dit qu'elle avait quand même cette certitude sur le fait qu'il y avait un complot autour de l'attaque des droïdes, des synthétiques au moment de l'évacuation de Romulan. Et je pense que sa mission fondamentale à elle, c'est de prouver le point qu'elle avait quelques années auparavant. Ouais, je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, justement, à propos de conspiration et d'intrigue, mais qu'est-ce qui se passe sur le cube Borg ? Il y a la sœur de Dash, donc Soji, qui mène une étrange enquête sur une Romulienne qui a été assimilée par les Borg juste avant que le cube, justement, ne soit déconnecté du collectif, une certaine Ramda, qui voit en elle une espèce de prophète apocalyptique. Enfin, elle réagit bizarrement, d'ailleurs, on en reviendra plus tard sur la scène des Romulans qui attaquent le château Picard, et justement... il y en a un, quand il se fait interroger, il la qualifie aussi d'étant quelque chose de destructeur.
À votre avis, qu'est-ce qui se passe vraiment sur ce cube Borg, justement, avec Narek, avec tout ça? Qu'est-ce qui se passe? J'en profite pour dire que c'est quand même la première apparition de Hugh qu'on avait vu donc dans la série Next G, qui est un ancien drone Borg qui est devenu donc entre guillemets un peu plus humain, comme l'a pu l'être Seven, et il semble travailler d'une manière tout à fait normale pour les Romulans, sans que le personnage ne soit vraiment introduit. Donc j'imagine que ça sera plus tard, au moment de ses retrouvailles avec Picard, où on parlera un peu plus de la genèse de ce personnage-là. Donc voilà, on va parler un peu de ce qui se passe sur le cube Borg. I really don't know what to say, Dr. Asha. Your work here has always been excellent, but speaking to a nameless in his own language, outstanding. J'allais dire, il se passe pas grand-chose. Ça fait partie des trucs où je m'ennuie un petit peu au bout de 3 épisodes dans la série. Et pendant ce temps-là, dans le cube Borg, je trouve que c'est trop mystérieux pour susciter mon intérêt pour l'instant. Ok, on a compris, il y a la sœur jumelle de Dahj, ce qui déjà, et pareil, il y a un des trucs qui m'a un poil gêné dans l'épisode, le coup de la sœur jumelle cachée. On est obligé, pour cloner, pour faire des robots, on est obligé de faire des jumelles. Bon, ok, si vous voulez. Oui, c'est vrai que c'est un peu facile. Bon. Ouais, toute cette partie-là, pour l'instant, en effet, ça fait vraiment partie des choses qui n'avancent pas suffisamment, sur lesquelles on n'a pas suffisamment de pistes pour comprendre où ils veulent aller. La surprise à la fin de l'épisode 1, le fait que les Romuliens aient récupéré une épave de cube Borg, c'est super intéressant, mais 2 épisodes plus tard, on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent en faire. Le personnage de Hugh, donc Hugh en français, qui était en effet apparu dans la nouvelle génération, là c'est pareil, nous on sait qui c'est, parce que on sait qui est l'acteur, pour ceux qui l'ont reconnu, oui. Etc. Parce qu'il y a son nom générique, il est vachement présent sur les réseaux sociaux, c'est super, je reviens. Mais les téléspectateurs qui ne connaissent pas Star Trek Nouvelle Génération, ils voient juste un mec un peu bizarre qui fait tout le temps la tête et qui visiblement serait un ancien Borg. C'est même pas dit clairement. Donc là aussi, tout ce qui se passe pour l'instant à bord du cube Borg, j'ai vraiment beaucoup de mal, d'autant que l'acteur qui joue le méchant romulien, donc Narek, qui se fait de bêtises, et l'acteur qui s'appelle Harry Treadaway, est personnellement un acteur qui me sort par les trous de nez, si vous me permettez. Moi, c'est son maquillage. Non, c'est pas le maquillage, c'est l'acteur en question que j'ai déjà vu. Moi, c'est son maquillage. Chacun son truc. Non, son côté, je suis un peu coiffé décoiffé pour être un peu plus punk qu'un Romulien ordinaire, pourquoi pas. Mais non, c'est l'acteur, pour l'avoir déjà vu dans d'autres trucs, notamment l'adaptation sur Canal+, du Vol des cigognes par Yann Kounen, donc l'adaptation du roman de Jean-Christophe Granger. Voilà, pareil, il était insupportable, et chaque fois que je le vois depuis dans un film ou dans une série, j'ai envie de zapper. Bon, là, je peux pas, c'est Picard, donc je ne peux pas zapper. Mais il est quand même beaucoup moins, ça m'amène à un point, excuse-moi, parce que la transition est trop belle, il est insupportable, mais il est quand même beaucoup moins insupportable que sa sœur, qui est donc ce personnage que j'évoquais dans mon résumé de début de podcast, qui est quand même absolument, pour l'instant, j'arrête pas de dire que cette série est bien écrite, il y a un personnage que je trouve absolument atroce, c'est ce personnage de méchante Romulaine, qui, je trouve, est écrit atrocement, mal joué. Je trouve qu'en plus, je trouve que représenter une femme méchante avec un côté très sexualisé, très panthère, qui est là avec son frère, dans une espèce de relation un peu incestueuse, elle lui passe à travers comme ça, j'ai trouvé qu'on ressortait vraiment tous les clichés de la femme méchante, mais les clichés des années 80. D'ailleurs, même dans Deep Space Nine, il l'avait fait. Vous vous rappelez, la méchante Kira Nerys, comme ça, était très sexualisée également, très Catwoman. J'aimais bien parce que l'épisode miroir. Parce que ça a 15 ans. Mais enfin, te refaire ça aujourd'hui, moi je trouve ça d'une grande médiocrité. Et j'espère qu'ils vont se relever sur ce personnage, parce que si c'est ça, les méchants de la série, oula, ça va être un petit peu dur. Moi, la Kira miroir sexy, j'aimais bien, pas parce que c'était il y a 15 ans, mais j'aimais bien parce que j'avais 15 ans. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'aimais bien aussi, la Kira de l'univers miroir. Enfin, j'aimais Kira tout court, donc. Mais en fait, j'ai trouvé. Alors, je suis d'accord avec Roman Gita, on nous balance des parties mythologiques pour nous intriguer. Alors, c'est clairement, enfin, j'ai pas tout compris, mais j'ai relevé que là, il y avait une porte qui n'est pas une porte et tout ça, donc on peut s'attendre à ce que ça dans plusieurs épisodes, voilà, on nous explique ce que ça veut dire et tout ça. On nous a balancé des petits trucs de la mythologie romulienne. Alors, je me suis pas, honnêtement, là, la mythologie romulienne, je sais même pas si ça a déjà été traité dans la série. On n'a pas vu grand-chose, on a vu un petit peu l'organisation politique de l'Empire romulien, mais la mythologie, on a vu pas mal la mythologie vulcaine dans Enterprise, mais pas tellement romulienne.
Ouais, parce qu'il y a les Klingons, là, on sait tout pratiquement sur la mythologie Klingon ou Vulcaine, mais sur les Romuliens, enfin, je dois dire, c'est la première fois vraiment que j'en entends parler. Et en fait, alors j'avais un peu peur que la scène me fasse penser à Vol au-dessus d'un nid de coucou parce que voilà, il a laissé, Soji essaie de communiquer avec Ramda et tout ça. On a l'impression qu'elle est dans un état de stase. Pour revenir à Hugh, en fait, il se trouve que j'ai revu l'épisode, récemment et je l'ai lancé en français pour des raisons X ou Y parce que pour tout vous dire, moi j'ai vu tous les épisodes de Next G en allemand. Parce que le seul moyen de regarder, les épisodes, c'était sur Sat.1 dans les années 90 pour moi. Et voilà, et donc pour moi, ça a toujours été You. Et en fait, j'ai eu la surprise de découvrir que dans la version française, ils avaient traduit son nom par Lou. Voilà, c'était C'est oui, j'ai été vache qui surprise. s'appelait pas vache en VF, mais Vyriade. Ouais. Parce que vache en français, c'est une vache, quoi. Mais voilà, des petits trucs comme ça, voilà, donc c'était intéressant de le voir, mais par contre, je trouve que ces scènes servent à montrer l'empathie de Soji envers les Borg et Ramda. Pour moi, ces scènes, elles sont là pour montrer que, en fait, le synthétique a plus d'empathie et d'humanité que les humains qui traitent finalement les Borg comme des pièces qu'ils peuvent découper et puis réassembler et tout ça. Donc en fait, et à aucun moment elle se comporte comme synthétique. Et d'ailleurs, Hugh est surpris de son comportement. Et elle dit, bah, j'ai juste demandé poliment et on m'a transmis les dossiers. Donc je me dis que ces scènes servent à ça en fait, pour montrer qu'elle a atteint un degré d'empathie supérieur aux versions précédentes des synthétiques. Ouais, ça sert aussi à introduire l'idée que ce cube Borg, il s'est passé quelque chose en particulier quand il a rencontré certains vaisseaux Romulans. Donc c'est des choses qu'on va découvrir sur le long cours, je pense. Juste un truc à ce sujet, on dit beaucoup que c'est une mission romulaine. C'est pas aussi évident que ça. Clairement, il y a un leadership, enfin on est dans l'espace romulanais et il y a un leadership des Romulans, mais moi ça me semble assez clair que c'est une mission qu'on qualifierait aujourd'hui d'internationale, on devrait dire interplanétaire dans le futur, parce que en effet, j'ai vérifié beaucoup, je me demandais, tu sais, comme c'était une création, je me demandais si, est-ce qu'en fait elle se faisait passer pour une Romulanaise et est-ce qu'elle avait les oreilles pointues, ce qui n'est pas le cas, j'ai bien vérifié cette fois, elle est bien censée, elle pense elle-même être une fille humaine, a priori. En effet, Hugh et Lou, devrais-je l'appeler pour faire plaisir au doubleur français. Bon, lui, c'est un ancien Borg, mais il est humain également. En tout cas, il est pas romulan, c'est sûr. Donc, ça laisse quand même plutôt penser que c'est une mission internationale en terre romulanaise, interplanétaire. Ça se tient parce que il y a des trilles, il y a des humains. On peut avoir l'impression que c'est un peu une mission undercover, parce que finalement, on ne sait pas s'il y a vraiment encore une autorité romulienne après ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est un peu un truc Black Ops, que c'est un truc illégal qui est fait par, peut-être par ce fameux service secret, le service secret encore plus secret que le service secret de chez les Romuliens. Donc en effet, pour l'instant, il y a encore un gros doute sur la manière dont est organisée cette mission. Dans l'épisode 2, il est dit que l'opération romulienne dans le cube Borg semble légale et normale puisqu'ils revendent de la technologie et des institutions d'autres espèces viennent y bosser. Et qu'elles ont d'ailleurs des accréditations qu'elles doivent obtenir du nouvel État romulien, l'État libre. Donc ça semble être quelque chose de tout à fait accepté, mais bon, je m'interroge quand même sur le fait que la Fédération laisse faire. Est-ce que ça se passe vraiment en même temps que le reste ? Parce que maintenant, on a beaucoup de séries qui nous font des montages parallèles. En fait, au bout d'un moment, que ça se passe pas dans la même temporalité. Non, ça je pense qu'ils nous feront pas le coup, je pense pas. J'espère pas. On sait jamais. On sait jamais, mais j'espère pas, parce qu'effectivement, ça devient vraiment un cliché maintenant. Mais voilà, il y a encore énormément de questions qui se posent, et même, j'ai envie de dire trop de questions qui se posent au bout de 3 épisodes sur toute cette partie de la série. Après, s'il y a The Witcher qui apparaît, ça va être trop cool. Hein. En tout cas, Romain, tu parlais du service secret, des services secrets romulans. Justement, ils attaquent également le château Picard. Donc bon, après, petite scène de bagarre, donc ça se passe plutôt bien. Il y a juste le docteur Jurati qui arrive et qui sauve in extremis les occupants du château en butant un Romulin comme ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Mais elle le joue bien. Elle le joue bien, c'est juste que c'est un peu forcé par le scénario, quoi. C'est un cliché, c'est un cliché énorme, voilà, je suis d'accord avec Marina, c'est un énorme cliché, mais ça permet de réintroduire le personnage, et j'ai trouvé qu'elle le faisait bien. Le personnage, parce qu'effectivement on le voit plutôt dans l'épisode où elle se fait alpaguer par le Commodore O, qui vient l'interroger. Alors ça, c'est aussi un autre truc qui m'a fait un petit peu sortir de l'épisode, c'est un détail, c'est con peut-être, mais le fait que le Commodore porte des lunettes de soleil, ça m'a fait un petit peu bizarre. J'espère qu'il y a une raison. Oui, parce que ça fait un peu con, hein. On n'a jamais vu des gens avec des lunettes de soleil dans Star Trek, et puis là, tout d'un coup, il y a ça, plus la vapoteuse, ça fait quand même beaucoup.
C'est super bizarre les lunettes de soleil. Honnêtement, c'est super bizarre. Donc en fait, c'est ça aussi qui fait que dans l'épisode, je trouve, on a l'impression que ça n'avance pas, c'est qu'il y a des allers-retours, c'est que le docteur Jurati, Picard va la voir une fois, 2 fois, après c'est le Commodore, après Jurati retourne dans le château, puis finalement pour dire plus ou moins les mêmes choses, si ce n'est que il y a un tel qui est venu me parler de ça, la même chose qu'on a parlé justement précédemment, je te le dis qu'on m'a demandé la même chose, ça fait un peu du surplace, et la seule chose qui fasse vraiment avancer ce personnage-là, c'est que voilà, elle décide de quitter donc la Terre et de se joindre à Picard pour sa quête de son enquête. Eh ben justement, tu nous as dit qu'il fallait qu'on parle des révélations du Romulien capturé. Je dois t'avouer que je n'ai aucun souvenir de ce qu'il révèle. Ce qui veut peut-être beaucoup dire sur cet épisode. En fait, ce qu'il dit, c'est que Soji serait quelque chose d'apocalyptique, quoi. C'est qu'en gros, les gens qui les empêchent... Enfin, c'est ce qu'il sous-entend quand il s'adresse à Picard, en gros, va de les empêcher de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous rendez pas compte, si vous nous laissez pas faire, ça va être l'horreur. Puis bon, comme le mec il se suicide juste après, après on peut pas en savoir plus. She's the end of all. She's the destroyer. Ça revient un peu à ce que j'arrête pas d'être un peu en boucle depuis le début de ce podcast et on va avoir l'impression que j'ai détesté la série alors que c'est pas du tout le cas. Mais encore une fois, ce que tu viens de résumer qui m'était complètement sorti de la tête, finalement on n'en apprend pas plus. Il révèle un truc mais qui reste ultra vague. Il fait que confirmer des trucs qui ont déjà plus ou moins été compris précédemment, oui. C'est ça, comme tu l'as dit toi-même, c'est un peu une scène qui fait une redite par rapport à ce qu'on a déjà vu nous par ailleurs. Donc finalement, plutôt que ces révélations, c'est plutôt encore une fois une scène qui est un peu symbolique de ces 3 premiers épisodes. Et en plus de ça, elle tire un peu en longueur parce qu'elle est elle est montée en même temps que la scène justement sur le cube Borg. Il y a Ramda qui semble aller dans une conclusion similaire. Hein, elle semble reconnaître Soji. Donc ouais, effectivement, on avait compris déjà 2 minutes avant, s'il vous plaît, raccourcissez la scène, qu'on puisse passer à autre chose. Et surtout, on avait déjà compris que Picard voulait repartir dans l'espace, avec la fameuse scène où il regarde les étoiles, il dit j'ai rien à faire ici. Et là, on a l'impression qu'il rajoute encore cette scène pour vraiment le convaincre qu'il faut vraiment y aller. Donc, encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais ça fait partie des défauts de ces 3 premiers épisodes, mais on espère que ça sera oublié par la suite et que c'était vraiment juste pour faire une intro et qu'ensuite, hop, on y va à fond et c'est parti. Pour moi, en fait, j'avais pas du tout retenu que le Romulien révélait quelque chose. J'avais juste retenu qu'il y avait une scène de bagarre, que Jurati était arrivé, que le Romulien avait dit quelque chose, mais je me souvenais plus trop. C'est ce qu'il dit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Ouais, mais derrière, voilà, j'ai pas retenu la révélation et après qui se suicide, voilà, c'est très spectaculaire. En fait, c'est pas vraiment une révélation pour le téléspectateur, c'est juste une confirmation pour le téléspectateur et c'est aussi même une confirmation quelque part pour Picard et les autres que y a quelque chose de louche là-dessus qu'il faut vraiment y aller, quoi. Si t'étais pas motivé, ça te motive encore plus. Moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est que le Romulien en question ressemblait beaucoup à l'acteur Ethan Suplee qui jouait dans My Name is Earl. Je me demandais si c'était lui. Là, c'est le seul truc que j'ai vu dans la scène. Moi, il m'a fait pas mal penser à Nero, pas mal aussi, dans le reboot d'Abrams. Ouais. J'ai trouvé que le maquillage ressemblait beaucoup. Juste, moi, en fait, cette scène, je pense que sa seule utilité, c'est d'introduire pourquoi et comment Jurati rejoint l'équipage de Picard. Et d'ailleurs, en vrai, la story A de cet épisode, c'est Picard qui constitue son équipage. Tout le reste, en fait, c'est accessoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'ennuie pas mal sur les scènes Borg, en particulier les scènes romulaines. C'est que c'est pas trop le sujet de cet épisode. Le sujet de cet épisode, c'est Picard qui constitue son équipage et qui est prêt à partir dans l'espace. Et t'as tout à fait raison. D'ailleurs, ça me permet de parler du dernier point du podcast, qui est pour moi le meilleur élément finalement de l'épisode, qui est la découverte du capitaine Cristobal Rios, joué par Santiago Cabrera. J'ai trouvé ce personnage absolument génial, j'ai trouvé que c'était vraiment le point fort finalement de l'épisode, alors que l'acteur, quand j'ai vu le casting constitué, et puis les photos des acteurs défilés sur internet, ça m'impressionnait pas plus que ça. Je me suis dit, il a l'air un peu fade, je connaissais pas du tout l'acteur, je le connais d'ailleurs toujours pas plus, hein. Mais simplement, sa prestation dans l'épisode, la façon dont il est mis en scène, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc cette scène où Picard se téléporte sur son vaisseau qui s'appelle la Sirène, hein, si je me souviens bien, The Mermaid, donc c'est en anglais. Hein. Donc Picard arrive, il pense s'adresser à Chris,
Et en fait, non, c'est son docteur holographique qui a l'apparence, il s'est donné un docteur holographique qui a sa propre apparence et qui agit un peu comme une sorte de bonne conscience. Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument génial comme idée parce que déjà, il est très drôle, ça veut dire que l'acteur, il est capable de jouer deux personnages sur des registres différents, un peu plus comique et l'autre un petit peu plus renfrogné / héros classique, quoi. Et du coup, ça permet d'avoir donc un éventail de jeux assez grand finalement avec ce petit artifice pour l'acteur. Et en plus de ça, ça permet au personnage de faire de l'exposition sans que ce soit lourd, parce que du coup on en apprend, on décèle un peu son caractère et vite fait un peu le passé de ce personnage-là. Et puis du coup, forcément, ça donne un duo comique où l'acteur se répond à lui-même, et c'était plutôt drôle. Et puis c'est aussi plutôt bien vu de réutiliser les docteurs holographiques dans Star Trek Picard, donc j'espère qu'on va revoir ça, on va le revoir souvent. Et en plus de ça, un petit détail de nerd, c'est que à un moment donné, t'as le docteur holographique à l'apparence de Chris qui fait un peu le listing, le pédigré de Picard, en rappelant ses plus grandes missions et aussi le fait qu'il a rencontré Spock, le grand Spock. Donc ça, c'est vraiment du petit fanservice à pas cher, mais qui fait quand même toujours plaisir. J'ai adoré le personnage, tu l'as bien résumé, cette histoire de Angers Démon avec son EMH, son médecin holographique, c'est une super bonne idée. Encore une fois, du très bon fanservice, parce que finalement, tu fais un EMH, évidemment, quand t'as connu Voyager, tu fais « Ah, c'est génial, dis donc, il refait ça », mais en même temps, ça amène vraiment quelque chose au personnage, vraiment quelque chose à la série, donc c'est ce que j'appelle du fanservice malin. La scène de la rencontre avec Picard, où il essaye de se faire passer un peu pour lui le comment il s'appelle, Rios, essaye de se faire passer un petit peu pour une sorte de Han Solo du futur. Ouais, c'est et ça. en fait, Picard lui dit non mais écoute mon coco, j'ai vu comment tu rangeais ton vaisseau, etc. Je sais très bien, tu pues Starfleet, je sais très bien que t'es un ancien officier de Starfleet, arrête ton char. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était écrit avec vachement de finesse, et ça fait une super scène pour Patrick Stewart en plus. Moi, complètement conquis par ce personnage. Je redis ce que j'ai déjà dit en début d'épisode, mais typiquement, trouvez-moi une scène dans Discovery où un personnage secondaire est aussi bien introduit que Rios dans cet épisode de Picard. Avant de passer à la suite, voici une communication du capitaine Manu depuis Ferenginar, où il est en vacances, je vous le rappelle. Vous me recevez numéro 1 ? On a du mal à capter ici. Je vous jure, c'était censé être des vacances de luxe, mais il pleut tout le temps, toutes les 5 minutes on essaye de me vendre quelque chose, et contrairement à ce qu'on m'avait dit, toutes les femmes ici sont habillées. Capitaine... Oui, pardon. En tout cas, j'aurais dû flairer l'arnaque avec cette loterie. La prochaine fois, je vous jure, je garde mes congés pour Raisa. Toujours est-il qu'entre 2 tentatives d'extorsion, j'ai pu voir l'épisode 3 de Picard. Et alors, je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est l'épisode que j'aime le moins. C'est pas un grand épisode. Je trouve que les intrigues traînent trop et il y a quelques éléments qui me gênent pas mal. J'y vais peut-être un peu fort, mais il y a quelques éléments qui me gênent. Ce que j'ai préféré, je vais commencer par ce que j'ai préféré, c'est la fin avec l'arrivée de Cristobal Rios, le nouveau capitaine, qui a l'air d'un très bon personnage, et son IMH, alors je sais toujours pas comment on dit en français, mais son hologramme médical d'urgence est très drôle. J'aime bien la relation que les deux ont. J'aime bien le petit moment vrai reconnaît vrai de Picard qui lui fait ouais vas-y, je sais que tu fais ton rebelle, mais t'es un vrai Starfleet Material, comme on dit. Mais sinon, le reste de l'épisode, je trouve que la partie sur le cube Borg traîne pas mal. En fait, j'ai rien contre les séries qui font traîner des intrigues, et au contraire, il y a pas mal de séries qui prennent leur temps et j'apprécie beaucoup, mais quand elles réussissent à me garder happé sur quelque chose, ici, ça fait vraiment bloc d'épisodes. Le 2 et le 3 marchent vraiment ensemble, c'est pas pour rien si on les a reçus ensemble en tant que screener. C'est que c'est presque un double épisode, sauf qu'il a pas de conclusion, si ce n'est qu'on sait que c'est la fin du début. Mais un début de 3 épisodes pour une série en 10, ou une saison en 10, je trouve ça un petit peu long. Toujours est-il que pour revenir sur l'épisode en lui-même, j'ai trouvé à la rigueur la démission de Picard assez bien justifiée. J'aime bien le plot twist de il a essayé de jouer au poker et ce coup-là il a perdu. Je trouve qu'en plus ça confirme un peu ce que je pensais. Picard a toujours pensé que Starfleet était bien meilleur que Starfleet a toujours été, et qu'il y mettait trop d'espoir, et là c'est le moment où ses rêves de Starfleet se sont cassés.
pour ça, à la rigueur, c'est une bonne scène, même si le côté Raffi, et puisqu'on voit cette scène en parallèle de sa discussion avec Raffi, son ex numéro 1, dans le présent, je trouve que le personnage, c'est pas que le personnage est mal joué ou autre, c'est juste que je trouve un peu dur d'avoir tant de haine envers Picard après 15 ans, alors que certes, ça montre le côté dommage collatéral de Picard fait quelque chose, ça retombe sur son équipe. Sauf que lui, il a juste essayé de faire ce qui était bien. Il a pas forcément. C'est pas à lui de endosser toute la responsabilité de son licenciement. Mais voilà. Côté Cube et côté complot, on va dire la partie que j'aime le moins, la partie complot. Hein, je trouve que ce duo frère-sœur romulien passe très 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 mal. Je trouve que c'est une gêne. C'est une gênance extrême, cette scène, surtout la scène semi-incestueuse, je ne sais plus son nom, à cette romulienne, mais quand elle se projette sur le cube, je trouve cette scène intensément mauvaise. Et sinon, moi en fait ce que je retiens de cet épisode, en dehors du fait que ça traîne un peu et que voilà, on peine à arriver à la suite, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on nous tease du voyage temporel. La partie alors oui, je l'ai pas cité, mais il y a toute la partie Borg en fait avec la réintroduction de You qui va un peu passer bizarrement pour ceux qui n'auront pas vu la série originale, puisqu'il l'est pas expliqué. Mais j'étais content de retrouver le personnage dans un contexte que j'attendais pas du tout, du coup, mais plutôt content quand même. Et sa relation avec Soji, un peu intrigué par ce côté ex-Borg romulien, et du coup la discussion avec Soji, comme je le disais, me suggère du voyage temporel, dans le sens où on a une petite réplique placée comme ça avec un I remember you from tomorrow, qui suggère que peut-être toute cette organisation secrète romulienne dont on n'a jamais entendu parler a été créée par des gens qui viendraient peut-être du futur ou qui auraient vu le futur. Moi je pense plutôt que voilà, il y a une histoire de voyage dans le temps et que Soji est à la fin, est censé lancer une catastrophe, Soji ou Dash d'ailleurs, hein, je sais pas trop, est censé lancer une catastrophe qui viendra impacter les Romuliens à terme, encore plus qu'ils l'ont été par la supernova. D'ailleurs, l'épisode s'appelle The End is the Beginning, ce qui a tendance un peu à corroborer tout ça et à se dire que ce qu'on a vu avec l'attaque sur Dash en début de série serait peut-être la conséquence de ce qu'on découvrira par la suite, et peut-être qu'on y reviendra avec une boucle temporelle. C'est pas forcément ce que j'ai envie de voir, même si j'adore le voyage temporel, mais je m'attends un peu à ça. Et je serais pas étonné, mais là je lance une pièce dans la fontaine et puis on verra si ça marche. Je serais pas étonné qu'on nous mette un lien avec Star Trek Discovery, ou dans les promos de la saison 3 on sait qu'on est dans le futur, on est dans un futur dystopique où on nous suggère que la Fédération et Starfleet c'est globalement fini, et voilà, ça a l'air assez sombre. Est-ce qu'ils essaieraient pas de nous créer un lien qui n'est pas encore teasé, mais où on aurait un parallèle en fait, où on suivrait les deux faces d'une même pièce dans les deux séries différentes, où on aurait le présent de Picard et le futur de Discovery qui répondrait à un même événement, et qui créerait un vrai univers partagé narrativement d'une série à l'autre, saison après saison, quoi. Je sais pas, je vais peut-être un petit peu trop loin là-dessus, mais je serais pas étonné vu que la prod a vraiment envie de faire un univers partagé. Voilà, un épisode plutôt décevant, hein, on va pas se mentir pour moi, et j'espère que la suite n'en sera que meilleure du coup. C'est tout pour moi, je vous laisse reprendre. J'espère que vous vous occupez bien de ma station numéro 1. Oui, bien sûr, vous pouvez me faire confiance. Bon allez, on en revient à ce qu'on disait, on parlait du capitaine Rios. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Alors, juste pour revenir sur l'acteur lui-même, parce que Guigui, tu semblais justement le découvrir un petit peu. Il faut avouer qu'il a quand même joué dans pas mal de séries dans lesquelles il était plutôt bon. Moi, je me souviens de lui dans Heroes. C'est lui qui jouait le peintre qui peignait des visions de l'apocalypse. Oublié. C'est lui. Mais oui, tout à fait. Il a joué également dans la série britannique The Musketeers, qui reprenait les 3 mousquetaires, où il jouait Aramis, qui était une série vraiment pas mal il y a 3-4 ans. Il a joué dans Big Little Lies aussi, c'est lui qui joue le prof de théâtre, dont toutes les mères de famille sont amoureuses. Ah non, mais c'est quand même un mec qui a une carrière pas mal et assez solide, et qui est plutôt bon. Et en effet, pour être tout à fait d'accord avec vous, cette idée d'utiliser le docteur holographique avec ce petit twist, ça utilise l'univers Star Trek, mais ça l'enrichit en même temps. Il est génial dans les deux rôles. Rien de dire de plus. Je suis aussi d'accord avec Romain sur la fameuse scène où Picard lui dit je t'ai reconnu, t'es de Starfleet. En effet, c'est génial. Donc, à partir du moment où Picard met le pied
si je puis dire, met le pied dans l'espace, on sent que c'est déjà un autre homme. C'est aussi ça qui est très, très appréciable dans la scène et dans le jeu du personnage. Ben, moi aussi, hein. Je vais pas dévier. J'ai adoré son personnage et la manière dont on le présente. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on nous présente, dans cette série, on présente des synthétiques et des hologrammes qui ont parfois plus de personnalité ou plus d'empathie ou plus d'humour que les personnages humains. Et je l'ai trouvé, pour revenir au capitaine, je l'ai trouvé calme, posé. Et en fait, pour la deuxième fois dans la série, on nous présente un personnage aussi à travers ses lectures. Parce que Jurati feuilletait les robots d'Asimov, et là, en fait, il feuilletait, Rios lisait le sentiment tragique de la vie de Miguel de Unamuno, que honnêtement, je ne connaissais pas avant la série, mais je me suis dit, après tout, allons sur Google et regardons de quoi ça parle. Et en fait, l'écrivain y examine la situation de l'homme en chair et en os, qui est pour lui l'objet suprême de toute philosophie. Et par ailleurs, il traite du mythe de Don Quichotte. Et pour moi, en fait, c'est pas innocent d'avoir mis ce livre entre les mains. Alors, est-ce que ça fait référence à Picard? Est-ce que ça fait référence à Rios? Je sais pas encore. Mais j'ai trouvé ça super intéressant que cette série nous présente 2 personnages avec des bouquins entre les mains et que, sans nous en dire plus, même si Picard nous dit clairement qu'il aime pas la SF quand il voit Jurati feuilleter les robots. Et on se demande ce que fait le bouquin chez lui s'il aime pas la science-fiction, hein. Qui peut lire les robots? Donc pour moi, voilà, il y a un lien entre sa lecture et la série. C'est marrant ce que tu dis, Marina, parce que bravo déjà d'avoir trouvé les références des livres. Enfin, Asimov, on l'avait tous repéré, mais le livre que lit Rios. Et c'est marrant parce que toi, tu fais référence à ces livres. Moi, je fais référence à l'histoire de France. Et je me demande, et je pense quand même qu'il y a de la volonté derrière tout ça. Enfin, derrière les livres, c'est une évidence, mais même derrière ce que j'ai cru déceler à travers Picard, le général de Gaulle, je vois une volonté. Et ça me fait dire qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la writer's room. Encore une fois, je suis peut-être en train d'idéaliser un bonhomme, ce qu'il faut jamais faire, mais j'ai tendance à penser que Michael Chabon relève quand même un petit peu du génie, et ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti une écriture avec des gens qui sont très cultivés, très intelligents, très réfléchis et qui ont un amour pour leur matériel, que moi je suis quand même, malgré les défauts qu'on a trouvés, je suis quand même complètement aux anges, hein. Pour l'instant, moi je suis toujours dans mon Enterprise là-haut, je suis pas encore revenu sur Terre, hein. Ouais. Ça confirme tout ce que dit Patrick Stewart depuis le début. On pouvait penser que c'était un discours promo, mais en tout cas, il a toujours dit que s'il avait accepté de faire la série, c'est parce que les idées qu'on lui proposait, le propos de cette série-là l'avait séduit. C'était pas l'idée de revenir dans Star Trek, c'était de revenir dans un Star Trek qui raconte quelque chose. Et pour l'instant, ça semble le confirmer. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et pour conclure, je dirais que moi je suis plutôt chaud finalement pour avoir un spin-off directement sur le capitaine Cristobal Rios, parce que je vais revenir sur la critique de Yves Raduca sur Unification, qui lui il a une grille de lecture où il analyse Star Trek avec 2 prismes. C'est que pour lui, il faut que la Fédération, ce soit une utopie qui soit parfaite, etc., etc. Bon, ça on en a déjà parlé, on va pas y revenir. Mais que Star Trek Picard, il manque d'exploration spatiale, ce qui fait découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations, etc. Et je me disais qu'effectivement, ce qui serait pas mal, ça serait d'avoir un spin-off sur Rios qui aurait un vaisseau qui se promènerait dans la galaxie, donc totalement comme Star Trek sait le faire, mais qui ne soit pas dans le giron de Starfleet. Ce qui permettrait peut-être de retrouver un petit peu l'exotisme et le côté aventureux de la série d'origine, avec donc du coup finalement un pas un peu de côté sur Star Trek, mais qui rejoindrait finalement l'esprit de base. Et pour revenir sur cet esprit de Star Trek, parce qu'en fait Yves disait que dans sa critique, finalement qu'en gros ce n'était pas suffisamment Star Trek entre guillemets. Alors je comprends ce qu'il veut dire, c'est que effectivement il n'y a pas ce côté vaisseau, espace, découverte, etc. Pour l'instant, comme on le disait tout à l'heure, c'est que 3 épisodes d'introduction et il en reste encore 7, et donc je pense qu'on va rentrer dans le dur prochainement. Mais aussi quelque part, moi ça m'a fait un peu la sensation que j'ai en regardant Star Trek Picard. Ça me fait un peu penser, alors peut-être ça va vous faire rire, mais ça me fait penser à la sensation que j'avais en lisant les romans de William Shatner, les Super Star Trek, qui faisaient suite à Star Trek Génération, où en fait William Shatner il faisait ressusciter son personnage, mais où il y avait aussi finalement un côté conspiration, un côté enquête, un côté aventure qui prenait le pas sur le côté spatial habituel de Star Trek. Et notamment dans cette histoire, si vous vous souvenez, il y a si vous avez lu les livres, qui sont plutôt pas mal, hein, moi j'ai trouvé, c'est que les Romulans étaient déjà associés aux Borg dans cette histoire.
Donc oui, effectivement, il y a un côté conspiration, il y a un côté Homeland, il y a un côté 24 heures, il y a un côté peut-être même un peu X-Files dans ce Star Trek Picard, dans ce côté conspiration, on nous cache quelque chose, etc. Mais je trouve que ce n'est pas un mal, parce qu'on reste quand même dans l'univers de Star Trek. Il y a suffisamment de composantes de la franchise qui sont présentes donc dans cette série et qui le sont de manière plutôt réussie. Alors moi je préfère avoir une série qui soit plutôt bien écrite, une bonne histoire, bien jouée, bien réalisée, avec peut-être effectivement des éléments un peu manquants par rapport à ce qu'on a d'habitude, plutôt qu'avoir un truc entre guillemets plus habituel et qui soit complètement foiré. Donc est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on se quitte ? Moi, j'ai quelque chose à rajouter, Guigui. C'est une critique que j'avais commencé à faire la semaine dernière et que j'aimerais finir parce qu'elle continue, malheureusement. C'est pas une critique sur la série elle-même, c'est une critique sur le marketing de la série que j'ai pourtant plutôt apprécié. C'est que si j'avais su que Seven of Nine, Kirk, j'ai failli dire Riker et Troy n'apparaissaient pas dans les 3 premiers épisodes de la série, et ben si je l'avais su avant, j'aurais préféré que personne ne me dise rien et de ne pas voir, parce que finalement je me rends compte que je les attends à chaque épisode, et que finalement l'un dans l'autre ça nous crée presque un phénomène de spoiler, puisque la dernière scène de l'épisode c'est Picard qui quitte enfin la Terre et qui dit engage, sa fameuse phrase de passage en hyperespace, et du coup finalement ça nous spoil la série, puisqu'on sait qu'il va forcément revenir sur Terre dans le cadre de la série, puisqu'on sait qu'il va retourner voir Troy et Riker. Et tu vois, c'est vraiment... C'est vrai, ils sont pas forcément sur Terre. Mais dans la bande-annonce, on voit quand même qu'il retourne à son château, parce qu'il sert un scotch à un moment donné quand Seven of Nine lui dit bonjour, quoi. Donc, et on était quelques fans à penser que la maison dans laquelle vit Riker, mais on se trompe peut-être, c'est la maison de Kirk dans Star Trek Generations, ce qui serait une anecdote dans le Nexus, exactement. Ce qui serait une anecdote assez sympa. En tout cas, moi, je pensais que c'était sur la Terre, et toujours est-il que c'est des personnages qu'on n'a pas vus. Et tu vois, finalement, moi, je pense qu'une bonne bande-annonce, elle doit pas trop en donner. Et là, finalement, pour des raisons purement promotionnelles qui sont explicables, hein, vous avez vu que Seven est sur tous les murs de la gare du Nord. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, honnêtement, le fan de Star Trek en moi, quand même, a des frissons. Parce que si on m'avait dit qu'un jour Star Trek serait autant mis en avant en France... Surtout que toi, tu l'as rencontré, Jerry Ryan, en plus. Ouais, je l'ai rencontrée au dernier Comic-Con. Elle avait été adorable avec moi, d'ailleurs, absolument adorable. Mais tu vois, quand même, je suis déçu. Parce que j'ai l'impression de m'être fait bien spoiler beaucoup trop en avant sur la série. Ouais, ça c'est un peu le mal moderne des bandes annonces, ça, c'est clair. Vous avez d'autres choses à rajouter ? Oui, Guigui, sur les romans de William Shatner que tu as cités, alors qui étaient quand même en grande partie écrits en fait par Judith et Garfield Reeves-Stevens, qui ont écrit pas mal de romans Star Trek et qui ont ensuite bossé sur Enterprise. Donc voilà, quels que soient les véritables auteurs de cette série de romans, c'est des romans en effet que j'avais trouvé absolument excellents. C'est les rares romans Star Trek que j'ai relus plusieurs fois parce qu'ils reliaient énormément de points de la mythologie Star Trek dans une cohérence absolument géniale. On comprend que la sonde Voyager du premier film, en fait, le peuple qui l'a réparée et qui l'a renvoyée vers la Terre, ce sont les Borg. Il y a plein de trucs comme ça qui sont reliés, et en effet il y a le côté Kirk ressuscité qui devient une espèce d'agent indépendant qui va faire sa propre enquête, sa propre mission, un peu ce que fait finalement Picard là dans la nouvelle série. C'est vrai qu'on retrouve un peu le même feeling, la même ambiance, le même esprit. Donc je conseille à ceux qui apprécient pour l'instant Star Trek Picard et qui n'ont pas lu ces livres de les lire, parce qu'ils sont vraiment intéressant pour ce côté crossover de tout l'univers Star Trek. Son seul défaut, entre guillemets, c'est d'avoir fait de Picard un peu le sidekick de Kirk, mais sinon ça va. Ouais, mais ça marchait mieux finalement que dans Generations. Parce qu'on va pas faire un podcast sur Generations, mais la rencontre est un peu loupée quand même, hein, soyons très honnêtes. Et Shatner serait là, il dirait que c'est pas Picard qui est le sidekick de Kirk, c'est Patrick Stewart qui est le sidekick de William Shatner. C'est ça, c'est un peu ça. Et sur ce, on va vous laisser avec la musique. Justement, on parle de Kirk, on parle beaucoup de Kirk, donc ça tombe très bien parce que la musique de fin, c'est un Star Trek rap battle Picard versus Kirk par Keyface TV, que vous pouvez retrouver donc le lien sur YouTube. Donc le lien sera dans la description, bien sûr. Donc sur ce, je vous dis longue vie et prospérité. À bientôt, ciao. Ciao tout le monde. Wrath of Gems presents Captain Picard versus Captain Kirk. Engage! Kirk and Spock, that's the best they got. I'd rather battle with Bones, battle Montgomery Scott. You better keep them around, they're everything that you're not. Your balls are Delta Vega cold, mine are Earl Grey hot. And who do you have to pay?
for that stupid toupee. Looking like a tribble and I don't mean in a good way. I got the bigger ship and all my enemies are better. Khan had a bob and a scoop neck sweater. Take him to class, hope this dope can learn this. He's jealous cause he never learned the Vulcan nerve pinch. This is not a game, don't ever rap again. Keep your Wrath of Khan, not playing Wrath of Gems. You killed Edith Keeler, that's no misdemeanor. You stopped McCoy from grabbing her in time when he'd seen her. You let the truck hit her, then you tried to forget her. She had a family, but you wouldn't have saved them either. Your chrome dome has no need for combs. Time for you to go cause I'm reclaiming the throne. You're playing pretend, you're a couple of clones. You're not Dixon Hill, you're not Sherlock Holmes. You're playing Wrath of Gems, you better pace yourself. Cause it's not the only time you ever played yourself. What you need to bear in mind is me and this bald guy, this small fry, go back even further than his hairline. My ship runs at warp speed. Your ship only runs at warp speed. I talk a lot of trash, but I'm only speaking the truth. Can't be scared of a nerd who's always playing the flute. I'll make a Chinese food joke, and you can't stop me. No takeout, but you have beef with broccoli. Your combat skills are way less than respectable. If you would battle Barclay, he'd turn you to a vegetable. Program complete.